Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore une fois, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec ont été des plus généreux. Au dernier décompte, le montant amassé s'élevait à 760 178 $ lors du dernier Téléthon de la ressource pour personnes handicapées qui s'est tenu le 26 janvier dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours très sympathique directeur général de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous reçois avant le Téléthon. Puis, c'est sûr qu'il y a des objectifs. Puis, bon, on parle ensemble que c'est une grosse fête. Et puis, ce sera toujours ça, en espérant que ça n'arrête jamais. C'est toujours une grosse fête. Puis, quand je vous reçois après le Téléthon, comme là, je vous reçois aujourd'hui, puis je regarde votre figure, puis c'est une fierté. On est fiers en Abitibi-Témiscamingue, sans oublier le nord du Québec, toujours. Vous êtes d'accord? C'est sûr. Les gens sont fiers de l'événement, sont fiers d'y participer puis d'y contribuer. Puis ils sont fiers aussi de voir qu'il va y avoir des gens qui vont avoir l'aide en conséquence. Et voilà, exactement. Parce qu'avant d'entrer en ondes, on en parlait justement. Les demandes augmentent d'année en année. Le coût également augmente d'année en année. Tantôt, on parlait de 15 à 20 même jusqu'à 25 d'augmentation sur différents objets que les personnes handicapées ont besoin. Puis, quand on regarde cette année à comparer, parce que j'aime pas faire des comparaisons, mais il faut le dire quand même, parce que les gens sont tellement fiers de donner au Téléthon. C'est plus que 70 000 pièces que l'an passé. Puis là, je me dis tout le temps, puis je vous en parle toujours aussi avant, ça va arrêter où, M. Rémi? Ben, ça va arrêter jusqu'à l'écart des Abitibiens puis au nord du Québec vont arrêter. Mais je pense que à un moment donné, on va plafonner, puis mais je me dis, savourons le moment présent, puis arrêtons de voir trop loin ou plus loin. Mm-hmm. Faisons le maximum avec l'argent qu'on a, exactement. Puis après ça, on verra. Parce que vous avez comme un peu plafonné l'objectif. Vous l'avez fixé à 500 000 depuis quelques années. On pourrait le mettre à 700 000, puis tout ça, mais non, c'est comme vous l'avez si bien dit, vous mettez l'objectif à 500 000. Les gens le savent. Si vous le dépassez, tant mieux, comme vous le dépassez presque à chaque année. Mais on en parlait avant d'entrer en ondes, M. Rémi. Puis quand on regarde ce chiffre-là, 760 178 $, parce que les gens y croient. Ça, parce que quand on ne croit pas à quelque chose, on ne participe pas tant que ça. Ça veut dire que les gens y croient. Vous êtes d'accord avec ça? Puis ils croient, puis ils vont croire que l'action de la ressource est tangible. Parce que où les gens ils voient que l'on aide un puis l'autre, le bon-oncle, la tante, le neveu, la nièce. Puis même Jean-François Moreau, notre président d'honneur, qui a fait une grosse collecte aussi de sa part, il me dit, Rémi, j'étais surpris de savoir qu'un autre collègue avait tel membre avait un handicap dans sa famille ou tel autre avait eu un tel service par rapport à vous autres. Ça fait que lui aussi, il a été étonné de l'ampleur de l'action que la ressource fait. Là, il était à point de vérifier exactement tout ce que nous autres, le simple commun des mortels, on n'est pas là dans le feu de l'action comme un président d'honneur peut l'être. C'est là qu'il a vu très bien, je l'ai pris son entrevue,
il a vu très bien de tout ce qui se passait, puis les besoins de la cause, exactement. Une question qui est peut-être hors contexte, un petit peu. Monsieur Moreau, est-ce qu'il vous a mis sur sa liste pour vous donner des cours d'électricien? Non, parce que je pense qu'il va aller, puis j'ai assez de choc électrique dans moi. Il veut pas que j'aille là-dedans. Il a dit, il restera dans son bureau à bien diriger la ressource pour personnes handicapées comme il fait si bien depuis X années. Puis, on va le laisser tranquille. Puis, on ne fait pas ça tout seul. Ah non, ça là, je veux justement ici là, en parler. Aussi, les gens peuvent continuer à donner aussi là, durant l'année. Il y a une chose qui est importante à dire, parce qu'il y a plusieurs activités qui se font, parce que ce n'est pas seulement la journée du Téléthon, là. C'est 12 mois par année. Ben, il y a une quarantaine d'activités. De bénévoles qui se font là. Qui commencent en mai, après ça, juillet à août. Ça l'arrête quasiment pas, là. Puis des activités qui poussent, là, comme des beaux petits champignons, là, puis du tenant en bon, puis les gens, je pense qu'ils veulent faire la différence, puis ils veulent contribuer à ce mouvement de solidarité-là. Exactement. Fait que c'est important, parce que si on regarde une quarantaine d'activités sur 52 semaines, il y en a, ça veut dire pas à chaque semaine, mais pas loin. Ouais, des fois, il y en a 2, 3 dans la même fin de semaine. Je suis certain que vous avez des remerciements à faire, M. Rémy, entre autres, comme vous l'avez si bien dit, au président d'Honneur, mais il y a d'autres remerciements aussi que vous aimeriez faire. Tous les animateurs, les musiciens, les artistes, les bénévoles qui travaillent sur le terrain, les coordonnateurs, parrains d'honneur, qui épaulent qui est notre président d'honneur, Jean-François Moreau. Tous ces gens-là, là, c'est 1200 bénévoles là, à longueur d'année qui travaillent. C'est extraordinaire. Leur cœur, leur bête et leur énergie à nous aider à faire du bien. C'est une grosse machine, mais elle est bien huilée, elle est bien rodée. Puis ça, on voit les résultats là, d'année en année. Les activités, bon, pour 2025, on sait qu'il y aura un autre Téléthon en 2026. C'est toujours le dernier dimanche de janvier, si ma mémoire est fidèle. Et puis, d'autres activités également qui vont venir au cours de ces 52 semaines-là. Les demandes sont grandissantes. J'avais ici 1600 demandes d'aide l'an dernier. On est monté à plus que ça encore. Mais c'est sûr, on tourne tout le temps vers 16, 17, 1700, 1800 demandes. Ça dépend de la grosseur des demandes, ça dépend aussi de l'impact que ça va avoir sur la vie des personnes handicapées. Ça fait que, mais avec ça, là, on réussit à faire du bien, là, avec tous les autres programmes que la ressource gère, parce que on a un programme didactique, on a un programme de génothérapie, on a aussi le service d'interprétariat qui grandit, là. On avait une interprète l'année passée, là, on est rendu avec 2 interprètes à temps plein pour les personnes sourdes et malentendantes. Ça fait qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi la santé mentale. Voilà, c'est à quoi je voulais en venir, justement. On a une branche aussi qu'on a développée avec notre partenaire qui est la Fondation Martin Bradley, puis qu'on veut en contribuer avec ça. Fait qu'on en prend large. Voilà, exactement, parce que on parle souvent de la santé physique également. La santé physique, on en voit, mais la santé mentale, on en voit peut-être moins. Mais elle est importante également parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis vous avez aussi des demandes pour ça.
Exactement. Puis on a rencontré l'équipe. On travaille pas seul, c'est sûr. On a rencontré à l'automne l'équipe du CISAP qui voit les demandes arriver. Puis grâce à eux, puis grâce aux organismes communautaires aussi, oui. qu'on n'oublie pas parce que c'est d'autres personnes qui... Puis aussi, je dirais aux gens qui s'impliquent à Gabi, je dis, vous devenez des ambassadeurs de demande. Oui. Parce que s'il y a des personnes qui ont des besoins, puis qui ne savent pas où cogner, ben ils peuvent être interpellés. On a eu une couple de témoignages dans le dernier Téléthon, quand il y a une madame Valérie qui disait osez cogner, osez aller demander, parce que les gens aussi, des fois, quand tu as des problèmes ou des problématiques, tu n'oses pas demander, puis tu ne sais pas où aller. Puis il ne faut pas être gêné de le faire. Non, donc, puis ça, ça. c'est très, très... Parce qu'on ne juge personne. Puis à la ressource, personne ne juge non plus. On est là pour répondre à des besoins qui sont criants, qui sont pressants. Monsieur Rémy, merci infiniment. Vous faites un travail gigantesque. Vous avez une équipe vraiment formidable. Puis bravo à vous et à toute l'équipe. Puis merci à ceux qui ont pris le temps de donner ne serait-ce que quelques dollars seulement. Merci à tous vous autres avec une belle récolte de 760 000 $. Monsieur Rémy, faites attention à vous. Oui. On a besoin de vous encore, puis les gens ont besoin de vous, puis on vous souhaite un autre futur bon Téléthon. Ben, merci, puis merci à tout le monde. C'est nous autres qui vous remercions, M. Rémy. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La relève en agriculture est-elle existante? Les jeunes sont-ils intéressés à prendre la relève de leurs parents? J'en discute avec le fils d'un agriculteur bien connu de Pouillery. Alors, je reçois M. Mathieu Rancourt. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ah, ça va très bien, merci. Et vous, pareillement, et très heureux que vous ayez accepté mon invitation. Mathieu Rancourt, Pouillery, on le sait, c'est le fils de Gabriel Rancourt, que j'ai reçu et que je vais recevoir encore. C'est toujours très intéressant à faire une entrevue avec votre père. Et ce sera intéressant avec vous aussi, j'en suis persuadé, parce que votre père touche un peu à tout. Puis les fêtes du centième également, il s'est impliqué énormément. Moi, si je vous demandais, Mathieu, vous prenez la relève de votre père, qui est M. Gabriel Rancourt, à la ferme laitière à Pouillery. Ferme que j'ai vue, justement, qui est vraiment extraordinaire. C'est une belle ferme que vous avez. Comment vous est venu le goût de poursuivre l'œuvre de votre père? On ne se lève pas un matin et on se dit que moi, je prends la relève de mon père. Pensez-vous? Ben, je sais pas. Dites-moi la réponse. Ben, ça a toujours été quelque chose que j'avais derrière la tête, là, je vous dirais, parce que, bon, en agriculture, quand tu es élevé dans le cadre d'une ferme laitière puis tout autre type de production, là, c'est sûr que, ben, tu as évolué là-dedans, tu as vu ton père travailler, tu as appris des choses au fil du temps. Donc, je vous apprends rien que c'est sûr que ça forge le caractère, ça forge la vision du marché du travail aussi. Okay. Parce que mes autres expériences que j'ai eues après, ben, j'ai toujours frappé de voir, puis ça va vous sembler peut-être bizarre, à quel point je trouvais ça plus facile à quelque part. Puis je me suis dit, ben, au fond, je vais en faire de ça une force, pas pour décourager les gens dans l'agriculture, mais je me disais, bon, mais dans le fond, ça fait la personne que je suis aujourd'hui grâce aux expériences que j'ai vécues sur la ferme. T'sais. Puis je l'ai pas eu de temps difficile dans le sens que mon père était toujours là, très présent. Il l'est encore d'ailleurs. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai étudié en plein de domaines. Ouais, ça, finalement... on va en parler tantôt, justement. Ouais, ben, oui. Pour revenir à votre question, en fait, c'est que j'ai toujours ça derrière la tête. Puis j'ai 3 sœurs plus vieilles. Il y a une de mes sœurs qui était supposée prendre la relève, Evelyne. Elle avait étudié en agronomie, puis finalement, elle a rencontré Benoît La Rochelle, un gars d'Amos, puis elle a décidé de partir sur sa ferme avec lui. Donc, mes parents ne se retrouvaient pas de relève. Moi, à ce moment-là, j'étais aux études à la maîtrise en histoire.
Puis ça a été comme l'élément déclencheur que je me suis dit, ah, voilà ma chance peut-être. Tu peux pas laisser ça aller, c'est pas vrai. Entre autres. Entre autres. Ouais. Parce que votre père, même s'il est encore en forme, je l'ai vu encore dernièrement, il travaille encore beaucoup sur la ferme. Il est là tous les jours. Là. Oh, exactement, il est là, mais un jour, ça va avoir une fin, c'est sûr. Parce que je sais qu'il va... On a tous une date d'expiration, ça, c'est sûr. Tout le monde. Mon fils qui a 5 ans aussi, mais, oui, exactement. Mais c'est pas tant pour ça non plus que c'est pas pour perpétuer la ferme. Il y a de ça, c'est vrai. Il y a une certaine idée de la pérennité de l'entreprise, mais c'est... Dans le fond, ce que j'aime de l'agriculture, c'est que c'est un métier complet. On touche à tout. On fait de la finance, on fait de la gestion de ressources humaines, exactement. On fait des choses très manuelles, on fait de la mécanique, de l'électricité, de la plomberie. Faut que vous touchiez à tout. On fait de la soudure, on fait de l'agriculture proprement dit, c'est-à-dire qu'on travaille au champ, on améliore nos bâtiments, notre troupeau, nos champs. Tu sais, il y a quelque chose de... Là, je vois aller, puis je vois tellement de choses que vous devez faire, puis qui sont là, puis que si vous engagez à toutes les fois, ça c'est impossible. Pas. On se relève les manches, puis... Exactement. On est comme un peu forcé à le faire. Puis d'un autre côté, on est fiers aussi après l'avoir fait. Exactement. J'ai invité, je prends une petite minute là, juste pour le raconter. En 2017, quand on a bâti la nouvelle étape, parce qu'on a agrandi en 2017, on a fait un investissement majeur, on a installé des robots de traite, on a bâti un nouveau bâtiment neuf. Puis un de mes amis de Québec, qui ne vient pas du tout du domaine agricole, qui est venu nous aider, puis à un moment donné, il était 1 an avec nous. Puis après 3 ou 4 mois, il habitait chez nous, il travaillait à temps plein, tout le temps, on était toujours ensemble. Il m'a dit, tu sais quoi, j'adore ce que tu fais. Il dit, je préfère ça tout le temps. J'ai dit, ah ouais, comment ça, Jordan? Il dit, à chaque matin, c'est comme une nouvelle mission. Lui, tu vois, il voyait ça comme une mission. Une mission. Fait que, là, il y a mes confrères agriculteurs, ils riraient de moi, là, ils diraient une mission. Le dimanche matin, quand l'évacueur brise, ou c'est choquant, là, mais il faut toujours essayer de régler des trucs pour... C'est comme ça. On est un petit peu en mission d'une manière... là, on règle un truc, puis il y a quelque chose dans la nature humaine qui veut qu'on s'accomplisse là-dedans. On n'est pas fait pour rester assis chez nous et regarder la télé. Exactement. Puis, dans tout ce que vous avez dit, combien de métiers vous pouvez exercer? Moi, j'ai exactement. C'est ça, on fait beaucoup. Menuisier, plombier, mécanicien. Exact, c'est ça, on fait tout. C'est pas compliqué. On fait de la comptabilité, on est des têtes d'entrepreneurs, là. Ça a l'air. Et l'ordinateur aussi, qui est essentiel aujourd'hui. C'est sûr et certain. Fait on n'est pas spécialiste de rien, mais on se débrouille dans tout. On dit ça de même. Et voilà, c'est bien dit. Moi, si je vous demandais, Mathieu, votre fils qui a 5 ans aujourd'hui, c'est ça? Hier, il a eu 5 ans. Ah, hier, OK. Une bonne fête à votre fils. Est-ce qu'il a joué un certain rôle dans votre décision de rester sur la ferme? Pas du tout. Parce que déjà, il n'était pas né. Ouais. Mais aujourd'hui, là, je parle de... aujourd'hui, non. Aucunement. Franchement, là, okay. Non. Mais j'aime beaucoup l'idée de l'élever dans le cadre d'une ferme, par exemple. Parce que, et c'est ça, justement, on disait qu'on touche un peu à tout. Puis je trouve que c'est quelque chose de sain pour un enfant d'évoluer là-dedans, d'être en contact avec les animaux, en contact avec le travail au champ, de comprendre d'où la nourriture vient, comment c'est fait, tu sais, de salir un peu les mains, là, mettre la main à la pâte. Là. Puis il n'y a rien de mieux, je pense, qu'une ferme. Là, puis il peut développer des petits projets à lui, tu sais, faire un jardin. Tu sais, il y a des terres, là, c'est accessible. Tu sais, il n'est pas enfermé dans un demi-sous-sol d'un appartement en train de jouer à des jeux vidéo. J'exagère, là, mais... Fait que ça veut dire que si un jour, quand il aura l'âge, Ricky, si un jour il décide de faire autre chose, il fera autre chose. Exactement. Pour vous, rendu qu'il est heureux. Ça, c'est sûr, certain. Je pense que c'est la bonne réponse à donner. Tout parent devrait répondre ça, c'est sûr, certain. Parce qu'on veut le bonheur des gens qui nous entourent, et encore plus nos propres enfants. C'est d'ailleurs ce que mes parents m'ont toujours dit. J'ai jamais senti aucune pression par rapport à la ferme. Jamais. C'est venu comme ça, tout simplement. Oui, exactement. Les autres sont très heureux. Si un de leurs enfants est heureux là-dedans, c'est tout le temps mieux. Puis s'il est heureux à faire autre chose, bien, ce sera autre chose. Exactement. C'est plus simple que ça. C'est ça. Mathieu, j'ai fouillé un peu, puis j'ai trouvé des belles affaires sur vous. Ah oui? oui. Hein? Pas trop de choses compromettantes. Moi, si je vous demandais comment vous décrivez, j'avais pris en note ici, sociable, aime l'amitié, un don pour l'écoute des autres, aider les gens curieux et ne juge personne. Et ça, c'est important, ne juge
personne. Vous frôlez la perfection. Non, là, vous comprenez, là. Où vous avez trouvé ça, vous, là? Ah, dans le journal, j'ai fouillé, mais c'est ce qu'on disait. Non, il t'a pris une plaisanterie. Quand je dis vous frôlez la perfection, quand j'ai monté l'émission, je me suis dit, je vais marquer ça, puis je vais y dire ça. Vous faites bien de me le remettre sur le nez. J'essaie de juger personne, on va dire ça comme ça, parce qu'on juge tous un peu, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui, selon c'est vrai. Notre point de vue et nos expériences. Mais ce que je veux dire, c'est comme on disait tantôt pour notre enfant, nos enfants, on veut que tout le monde s'accomplisse, soit heureux du moment qu'il respecte la liberté des autres, là, c'est sûr. Mais seulement qu'il reste un fait quand même, c'est que quand on regarde ça, sociable, vous avez l'air d'une personne. Moi, je vous ai jamais vu, je vous ai jamais rencontré. Je vous ai rencontré quand vous êtes assis près de moi, puis vous avez l'air d'un charmant bonhomme, j'en suis... c'est réciproque, vous aussi. Merci. Fait que, mais je sais que c'est... être à l'écoute des autres aussi, c'est important, être à l'écoute des autres, parce que très souvent, personne peut dire, ah, ben moi, Mathieu, je pense que j'ai un problème, ça me tenterait d'y en parler. Il va m'écouter. C'est un peu ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, franchement, là, moi, j'ai 3 sœurs plus vieilles, si vous voulez parler de ça un peu, puis oui. Je dirais que c'est peut-être moi qui est le moins à l'écoute là, chez nous. J'ai été chanceux parce que j'ai 3 sœurs à qui j'ai pu me confier beaucoup. Mais c'est ça, peut-être c'est des choses que j'ai peut-être développées. Là. J'ai une sœur qui est plus à l'écoute que moi beaucoup. Là. Si elle voit cette émission-là, elle va rire. Là. Elle va dire que mon frère... Il se dit à l'écoute, lui. Là. OK, exactement. Depuis que vous avez endossé le rôle de père, votre vie a pris un nouveau tournant. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, oui. Ah, ça, c'est sûr, certain. Ça vous a apporté quoi? Un but ultime à la vie, c'est-à-dire m'occuper de mon enfant pour qu'il soit extrêmement bien encadré, aimé, soutenu. C'est devenir parent pour quiconque écoute l'émission va acquiescer à ça. Ça change une vie complètement parce que ça te décentre de tes besoins puis ça te concentre sur un autre être. Ah, ça, j'aime ça, par exemple. Exactement. Autrement dit, on a tendance à s'oublier versus de tout concentrer sur notre enfant à ce moment-là. Je pense que c'est ce qui fait, tantôt je disais, on n'est pas fait pour être assis sur un divan et regarder la télé. C'est correct de le faire de temps en temps. Oui, c'est sûr. Mais passer une journée à faire ça, je crois pas que c'est ce qui est bon pour nous. De la même manière, je crois pas qu'on soit fait pour tout prendre puis ramener à nous. Hein. On est fait plus pour le don. Dans ce sens-là, je pense qu'avoir des enfants, mais ça force le don naturellement. Votre père a monté une belle entreprise. Avec ma mère aussi. Oui, exactement. Que les femmes dans ça aussi ont leur gros mot à dire. J'en suis persuadé. Puis, mais qu'est-ce que vous dites? Et ça, c'est une question. Puis aussi, excuse-moi, je ne vais pas couper, puis grâce à nos employés aussi. Oui, exactement. Parce qu'on ne serait pas là sans eux. Là. Vous n'êtes pas rien que 2 ou 3. Là, non. On a eu plein de monde qui nous aide beaucoup l'été. Puis depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, Stéphane là, qui travaille avec nous, là, que c'est sûr que la ferme ne serait pas rendue là sans lui. Là. Puis on en a eu d'autres aussi avant. Ouais. Parce que votre père a pris ça. Est-ce que je me trompe en disant ça? Corrigez-moi si je me trompe. Votre père a pris ça à zéro. Presque. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, il s'est rendu une ferme extraordinaire. Ouais. Elle est splendide. Beaucoup de travail. Moi, j'aime, quand je passe en avant de chez vous, c'est la propreté de la ferme qui me fascine. Honnêtement, ça me fascine. C'est une fierté pour vous, puis pour votre père, et votre famille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, c'est ce qui me frappe, parce que je passe souvent, durant l'été, je vais faire un tour, puis je passe en avant de chez vous, puis je dis tout le temps à ma femme, que c'est propre ici. C'est propre. Ça, c'est une fierté. C'est important, je pense. Moi, personnellement, ça me motive au travail. Okay. D'être dans un environnement ordonné. Ordonné, oui. Ouais. C'est pas juste de performer, de faire des sous. Là, une entreprise, c'est que ce soit bien ordonné, que ce soit propre, à tous les niveaux. Là. Autant les chiffres autant le contenu que le contenant. OK, exactement. C'est important, Mathieu, peut-être une dernière question. L'aviation, technique policière, l'histoire, vous avez touché à tout. Vous avez même pris le chemin d'un doctorat pour devenir enseignant en histoire.
vous avez opté pour une technique en gestion d'entreprise pour prendre la relève de la firme. Pourquoi avoir changé d'idée? On va manquer de temps. On va manquer de temps. Je n'étais pas au doctorat en passant, juste pour vous corriger. Je commençais la maîtrise, mais je voulais faire un doctorat peut-être éventuellement. Ça dit, pourquoi j'ai changé d'idée, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, les gens diraient, j'ai déjà entendu des commentaires du genre, ben, tu sais, t'es indécis. Alors, c'est pas du tout le cas, je suis curieux. C'est pas la même chose. Puis c'est plutôt parce que je voulais toucher un peu, disons, à tout pour être sûr. Peut-être faire un choix de carrière à 17 ans, c'est pas évident. Hein? Puis ben, j'avais beaucoup d'intérêt. Pourquoi j'ai décidé après de changer? Mais en fait, c'est que c'est ça. J'avais été chercher puis voir ce qui se faisait ailleurs. Puis au final, ben, c'est ça, on peut sortir le gars de l'Abitibi. J'ai été 10 ans à Québec, mais on sort pas l'Abitibi du gars dans le sens... puis je parle pas nécessairement de l'Abitibi, je parle du fait de venir sur une ferme puis d'une région éloignée. Tu sais, en ville, ça me manquait un peu ça, le contact avec la... C'est ça, il y a quelque chose de la ferme qui fait que je m'accomplis vraiment à tous les niveaux. Comme on disait tantôt, c'est un métier multiple, j'ai envie de dire. Oui. Puis ça, ben, le soir, quand je me couche, c'est ça, je sens que j'ai accompli des choses concrètes. J'ai pas l'impression d'avoir fait de ma journée une perte de temps. J'ai un ami à un moment donné qui me disait, c'est drôle, son père, ses deux parents étaient médecins, un gars de Gatineau, un bon ami à moi à Québec, il me disait, mon père, en parlant de son père, mon père m'a toujours dit, il y a 2 types de jobs dans la vie. Il y a les jobs qu'il faut que tu te laves le matin, puis il y a celles qu'il faut que tu te laves le soir. Moi, j'ai tout le temps considéré que j'étais plus fait pour ceux qu'il fallait se laver le soir. Le soir, il reste à peine 1 minute. Quel avenir voyez-vous dans l'agriculture dans les prochaines décennies? L'agriculture, je parlerai plus pour l'Abitibi, là, peut-être. Oui, le Canada ici. Oui, chez nous ici. Ben, c'est une grosse question, ça, là. 1 minute, là, c'est pas long, mais il y a de la relève, il y a des gens qui ont de l'intérêt, mais il va falloir qu'il y ait des politiques qui se mettent en place, ça, au niveau de soutien à l'agriculture, parce que c'est devenu des grosses entreprises. C'est compliqué en Abitibi, on a la chance d'avoir beaucoup de terres qui sont disponibles encore. Mais, écoutez, il y a à peine 60 ans, 70 ans, il y avait au-dessus de 50 % de la population du Québec qui avait une ferme, là, dans la famille. Là, on est rendu, moi, je pense, c'est quelque chose, j'avais lu récemment, 2 % qui produisent la nourriture pour tout le reste de la population. Fait qu'il y a quelque chose qui est bizarre au niveau de la population. On ne sait plus d'où viennent les aliments. C'est pas qu'on ne sait pas, on sait là, que ça vient, mais on n'a pas le contact, on ne connaît pas la réalité. Il y a de l'avenir, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup d'éducation, beaucoup de soutien de la population, puis aussi une compréhension au niveau des prix, parce que c'est sûr que si on veut toujours que les prix soient plus bas, ben on va se tourner vers des marchés, des fournisseurs peut-être plus éloignés, qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes normes de travail, de gestion, etc. Puis ben, ça, c'est sûr que ça va nuire. Mathieu, ce fut très intéressant. Merci infiniment. Puis on va sûrement se revoir puis se reprendre parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Ce fut très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.